Alors, la déconstruction sera et devra être remplacé par une reconstruction et ce séminaire est ambitieux. Il a pris pour devise la vérité, la raison et la philosophie vont avoir un séminaire. C'est une phrase de Dominique Joseph Garat qu'il a prononcée dans l'an 3 de la République française, avec un peu d'exaltation, mais pourquoi pas. Alors, ce séminaire est aussi organisé par Florent Poupart qui animera la discussion. Donc, j'ai le plaisir d'introduire Gérald Bronner, qui est professeur à la Sorbonne, membre de l'Académie des technologies et de l'Académie nationale de médecine. Il est sociologue, il travaille notamment sur les croyances collectives et il a publié de nombreux ouvrages sur ces questions. Ses travaux ont été couronnés de plusieurs prix, dont le prix des Lumières, justement, le prix aujourd'hui ou encore le prestigieux prix européen Amalfi pour la sociologie et les sciences sociales. Dans l'affiche de cette conférence, j'avais diffusé une vingtaine le titre et les références d'une vingtaine d'ouvrages. Et en fait, je viens de m'apercevoir que un avait été oublié, c'est le rapport qui est paru récemment au PUF aussi de la commission que dirigeait Gérald Bronner à la demande du président de la République. Et les Lumières sont aussi dans le titre. J'ajoute aussi que je n'ai pas précisé le nombre croissant des traductions de ces ouvrages dans plus d'une dizaine de langues. Voilà. Alors, inutile de dire que les théories du complot sont un danger majeur pour la science, pour la démocratie et, disons, l'avenir de nos sociétés. Donc, j'ai plaisir à lui passer la parole. Merci beaucoup, chers collègues, et j'espère que vous m'entendez bien tous. Et merci pour votre invitation. C'est toujours un honneur de parler un peu de ces recherches, de ces réflexions, et puis d'échanger, évidemment. Et je sais qu'il y aura un temps d'échange entre nous à la suite de ma petite allocution. Commençons, parce qu'en fait, vous m'avez donné finalement tout de même une feuille de route, à savoir parler des métamorphoses du complotisme contemporain. Commençons, parce qu'il y a beaucoup d'universitaires là dans l'Assemblée. D'abord par un élément de définition. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie du complot? Alors, il y a des définitions qui sont à peu près stabilisées dans la littérature et qui disent qu'une théorie du complot, c'est tout simplement une interprétation des événements suivant un plan concerté et orchestré secrètement par un groupe malveillant. Ça, ce sont les théories du complot. Et on sait que ces théories ne sont pas forcément fausses, puisqu'il existe des complots, évidemment, à travers l'histoire. Mais ce qu'on va appeler conspirationnisme ou complotisme, là, dans ce cas de figure, je les considère comme deux termes synonymes, c'est le fait de considérer que lorsque un fait d'actualité ou un fait relevant de l'histoire ne révèle pas une telle interprétation, je dirais par un groupe malveillant qui tire les ficelles en secret, eh bien, on nous ment. Voilà, c'est ça le conspirationnisme dans ce cas de figure. Ce qui ne l'assigne pas d'ailleurs forcément à l'erreur, mais ce qui permet de définir quand même un vaste territoire de ce que l'on observe, pas que depuis aujourd'hui, mais qu'on observe spécialement depuis aujourd'hui. Et j'en reviens donc au titre que l'on m'a proposé et que j'ai accepté, parce que je le trouve bon, Métamorphose du complotisme contemporain. Et effectivement, la première question qu'on peut se poser, et c'est par là que je vais introduire cette conférence, c'est dans le fond, quoi de nouveau? Y a-t-il du nouveau sous le soleil? Et est-ce que les théories du complot n'ont pas plus ou moins toujours existé? N'est-ce pas là un vieux serpent de mer de l'imaginaire humain? Et je répondrai probablement oui. En tout cas, on en trouve des traces très anciennes, à la limite même, le procès des Templiers a donné lieu à l'expression d'une théorie du complot. Donc, vous voyez, c'est fort ancien et je suis sûr qu'on pourrait en trouver beaucoup d'exemples antérieurs.
Seulement, ce n'est pas parce que ces théories du complot, en quelque sorte, ont peut-être toujours existé ou ont accompagné l'imaginaire humain, qu'elles n'ont pas une spécificité expressive dans le monde contemporain. Et c'est surtout de ça dont je vais vous parler, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé, pourquoi ça a changé et pourquoi c'est devenu aujourd'hui un problème important dans l'espace public. Et donc, commençons peut-être par un exemple. Alors, pour commencer par cet exemple, je vais partager en fait mon écran du titre de cette conférence, Métamorphose du complotisme contemporain. Ce que je vais vous dire, grosso modo, se tient dans pas mal d'articles, mais je les ai encore en quelque sorte condensés dans 2 livres. Un qui s'appelle La démocratie des crédules, l'autre qui s'appelle Apocalypse cognitive. Et donc, pour commencer, disais-je, ce qui est pas mal, c'est de commencer par un exemple très concret, assez contemporain, de théorie du complot qui est née. Et vous allez voir que pour basculer dans la théorie du complot, il n'y a pas besoin d'être stupide, idiot, pour le coup, toujours radical politiquement, même si on verra peut-être dans l'échange, dans les questions, qu'il y a certaines variables qui prédisent, notamment les variables politiques, qui prédisent plus probablement l'endossement de certaines théories du complot. C'est une des variables qui est impliquée, un phénomène très complexe, très multifactoriel. Mais ce que je vais insister ce soir sur le fait que ce qui est en train de nous arriver, on va parler du conspirationnisme, bien sûr, parce que c'est le sujet, mais c'est vrai des fausses informations en général, qui ne sont pas tout entières contenues dans le conspirationnisme. Ce qui est en train de nous arriver, c'est la rencontre entre le fonctionnement très ancestral de notre cerveau social et l'hypermodernité du monde contemporain, en particulier la dérégulation du marché de l'information. Alors, je vais revenir un peu sur ces notions, mais je vous disais, on peut commencer peut-être par un premier exemple. Vous voyez, ça c'est un tweet qui est intéressant parce que vous voyez, il est retweeté par quelqu'un qui demande, qui pose la question, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer techniquement les raisons de cette prophétie? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a retweeté donc ce tweet et vous voyez, ce tweet en fait annonce une attaque terroriste à Paris qui fait 120 morts et 270 blessés. Bon, vous allez me dire, OK, on pense évidemment aux attentats de Paris, le Bataclan, les terrasses, etc. Oui, mais voilà, regardez bien en bas à gauche la date de ce tweet. Il a été émis le 11 novembre 2015. Soit 2 jours avant les attentats de Paris. Et ce tweet, j'aurais pu le fabriquer artificiellement, évidemment, mais je ne l'ai pas du tout fabriqué. C'est un tweet qui a vraiment été émis et qui a vraiment été émis à cette date. Donc, vous comprenez que ça pose problème. Face à cela, d'ailleurs, sans doute que votre propre cerveau commence à se demander, alors peut-être vous vous êtes dit, oui, c'est un faux, l'image est truquée, c'est pour ça que j'y ai répondu préventivement. Mais ce qui est né sur Internet, et notamment sur Twitter, parce que c'était sur Twitter à la suite de ce tweet, eh bien, c'est qu'il y a des gens qui savaient, avant les attentats, qu'ils allaient se produire et qui ont fait fuiter cette information sur les réseaux sociaux. Et très vite, on a commencé à dire que ça pouvait être des agents des services de renseignement français, ou alors la CIA, ou le Mossad, en général, c'est un peu toujours les mêmes acteurs, qui auraient peut-être pris de remords, fait fuiter l'information. Sinon, l'autre théorie qui est possible, c'est que la personne qui a émis le tweet a des pouvoirs précognitifs et qu'elle peut voir dans l'avenir, puisque ce tweet est émis 2 jours avant les attentats. En tout cas, il est évident que ce tweet gêne quelque chose en nous. Alors, je vais être très rapide, je pourrais vous laisser réfléchir, je le fais parfois même avec mes étudiants quand je prends cet exemple parmi tant d'autres. Et pourquoi ce tweet nous tracasse? C'est parce qu'une part de nous se dit, bon, ok, admettons, ce n'est pas des pouvoirs précognitifs, bien sûr, et si on veut exclure la question de la théorie du complot, c'est-à-dire d'une information qui aurait fuité, quelle est l'autre hypothèse qu'on peut retenir? C'est que c'est un hasard. Mais voyez-vous, il y a quelque chose que ça gêne en nous, d'admettre simplement que c'est un pur hasard, que ça arrive. Parce qu'on se dit, oui, d'accord, c'est un hasard, mais quelle est la probabilité de chance qu'un tel hasard arrive? Elle est quand même très faible. Et on a parfaitement raison de se dire ça.
On a parfaitement raison, ce n'est pas irrationnel de se dire que la probabilité de chance qu'un tel tweet survienne par hasard est très, très, très improbable. Mais avant de transmuer l'improbable en impossible ou l'improbable en récit conspirationniste, parce que c'est sur la base de la conclusion que c'est impossible qu'on va chercher d'autres types d'explications, il faut toujours se poser une question presque d'hygiène mentale. Quand on est confronté à une très faible probabilité d'apparition d'un événement, il faut toujours se demander combien d'occurrences de ce phénomène ont été produites dans l'échantillon global. Parce qu'en fait, il se trouve que l'improbable se réalise très souvent quand on a essayé beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez une chance sur 10 000, par exemple, de réaliser, supposons je tire une fléchette dans une cible et qu'elle est très loin, j'ai une chance sur 10 000 de toucher le centre. Mais que je me filme en train de réussir ce tir de fléchette au centre. Évidemment, si je ne garde que ce film-là, je vais tromper mes interlocuteurs en leur laissant croire que j'ai des compétences extraordinaires. Mais il se trouve que j'ai essayé 10 000 fois. Et comme j'ai une chance sur 10 000, il n'y a rien de très étonnant à ce que j'ai réussi au moins une fois, bien entendu. Seulement, si je segmente l'information et que je fais disparaître le reste de la taille de l'échantillon, je suscite chez mes interlocuteurs une impression de coïncidence extraordinaire et donc la tentation d'aller chercher des interprétations alternatives. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec ce tweet. Ce que l'on ne voit pas là, c'est la nature du compte qui a émis ce tweet. En fait, ce compte, évidemment, ça a rajouté de l'huile sur le feu, a été interdit par Twitter. En fait, il a été suspendu par Twitter suite à cette affaire. Alors évidemment, les conspirationnistes ont dit « Ah ben voyez, il y a quelqu'un qu'on essaye de bâillonner, Twitter, au service des intérêts américains, essaye de bâillonner ce compte. » Mais ce n'est pas du tout pour ça que Twitter a interdit ce compte, c'est parce qu'il s'est trouvé que ce compte était un bot, en fait, qui émettait, vous allez le voir, en fait, je vous en ai pris un tout petit échantillon, qui émettait des centaines de tweets par jour, qui annonçait toujours un peu la même chose, mais en changeant la nature de l'événement et le lieu de l'événement. Là, je vous en ai donné quelques petits exemples comme ça, pris au hasard. Donc, vous voyez, là, on dit épidémie d'Ebola, 120 morts, 270 blessés, donc déjà, ça ne veut plus dire grand-chose, des blessés d'Ebola. Attaque d'une mosquée nigériane, 120 morts, 270 blessés, etc., etc., etc. Le but de ce compte, il ne prétendait pas du tout prédire l'avenir. Le but de ce compte, c'était de faire des annonces choquantes qui allaient inciter les individus qui voyaient ces annonces à cliquer pour savoir de quoi il est question. Ce qui est tout à fait normal. D'un coup, vous êtes devant Twitter et on vous annonce qu'il y a une attaque terroriste, je ne sais pas moi, à Strasbourg, qui a 60 morts. Vous allez cliquer pour savoir de quoi il est question. Et bien sûr, le but de ce compte était en fait de convertir votre attention, vous allez sur le compte, en capital économique, c'est-à-dire qu'il y avait tout simplement des plages de publicité, en fait des écrans publicitaires. Et donc, cette conversion était faite, oui, c'est une arnaque, en fait, c'est une arnaque attentionnelle, en quelque sorte. Donc, il n'y a même pas de malveillance là-dedans, il y a juste une voracité économique qu'on peut condamner moralement par ailleurs. Mais vous voyez comment cet effet, en fait, est produit tout à coup par hasard et que, ne voyant pas la taille de l'échantillon duquel est issu le tweet initial, eh bien, notre cerveau, dans son fonctionnement ordinaire, va considérer, et ce n'est pas stupide, que l'improbable est extraordinaire. Et c'est à partir de ce glissement-là qu'on ouvre une porte potentielle à la théorie du complot. Alors évidemment, pour être tout à fait clair, nous n'avons pas tous les mêmes chances de tomber dans ce genre de piège. Je vous l'ai dit, selon les variables politiques qui vous caractérisent, et disons-le aussi, votre niveau d'études, mais d'autres variables macroéconomiques ou macrosociales, la perception des inégalités, par exemple, ou la perception de la corruption dans un pays, nous l'avons montré avec Laurent Cordonnier et Florent Cafiro, par une étude comparée de 22 pays, sont aussi des variables qui prédisent en partie l'endossement de ces théories du complot. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans ? J'ai commencé à vous le montrer un tout petit peu justement dans cet exemple introductif, mais ce qu'il y a de nouveau, surtout, je ne vais rien vous apprendre, c'est que le marché de l'information, parce que ça se passe quand même sur ce que j'appelle un marché cognitif, où il y a des échanges de modèles intellectuels qui prétendent décrire le monde et qui sont en libre concurrence
Le conspirationnisme, c'est un modèle intellectuel qui prétend décrire le monde. Et ce modèle, il va être de plus en plus en libre concurrence avec d'autres types de modèles intellectuels portés par les journalistes, par d'autres experts, que sais-je. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette libre concurrence sur ce marché dérégulé de l'information est favorable à l'expression de la rationalité ou à des propositions mieux argumentées? Vous savez qu'on l'a longtemps cru. En tout cas, il y a un espoir qui est justement porté par le siècle des Lumières que quand on va avoir atteint un certain niveau de formation collective par l'éducation et qu'il y aura une disponibilité de l'information, eh bien, il faut s'attendre à ce que le marché faisant bien les choses, bien, les meilleurs produits, en quelque sorte, s'imposent à moyen, long terme, voire même à court terme. C'est Thomas Jefferson, un des fondateurs de la démocratie américaine, qui a écrit « La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle se défend toute seule. » Eh bien, malheureusement, grâce aux données qu'on a aujourd'hui sur cette dérégulation du marché de l'information, ça n'est pas le cas. La vérité ne se défend pas tout seul, elle a besoin d'être défendue. Pourtant, certaines des conditions espérées par le passé sont bien réunies. Augmentation du niveau d'études, ça c'est indéniable, un peu partout sur Terre d'ailleurs. D'ailleurs, même réduction de l'écart entre les hommes et les femmes sur ce point. Et surtout, disponibilité de l'information. Songez qu'on a produit plus d'informations au début des années 90 que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Alors, ce petit graphique vous le montre. En fait, c'est le nombre d'internautes, tout simplement, dans le monde. Et encore, je me suis arrêté à 2015. Donc, bien entendu, Internet n'est pas le seul facteur technologique de diffusion de l'information, mais il en est maintenant le facteur quand même principal. Nous nous informons de plus en plus sur les réseaux sociaux et les classes d'âge les plus jeunes, y compris les plus âgés d'entre nous. Chaque année, on s'informe un peu plus sur les réseaux sociaux et dans le monde numérique, et les classes d'âge les plus jeunes sont déjà majoritaires, très largement majoritaires à le faire, et sur des supports qui sont très discutables, comme TikTok par exemple, ou Instagram ou TikTok, où une enquête du NewsGuard a montré qu'on avait un taux de 20% de fausses informations, ce qui est absolument titanesque en réalité. Donc oui, en 2005, on a produit 150 exabits de données. En 2010, on en a produit 8 fois plus. Et sans vous accabler trop de chiffres, bien dans les 2 dernières années qui viennent de s'écouler, on a tout simplement produit 90% de l'information disponible sur la Terre. C'est donc proprement parlé inimaginable. Et au regard de ça, un autre point intéressant, c'est qu'on a de plus en plus aussi de disponibilité mentale, c'est-à-dire de temps de cerveau libéré, comme disait un des anciens patrons de TF1, vous vous rappelez l'expression du temps de cerveau disponible. On a de plus en plus de disponibilité mentale. Là, c'est une approximation, par exemple pour la France. On peut dire qu'on a 8 fois plus en fait, de disponibilité mentale dans notre pays, en France, que depuis le début du 19e siècle. Alors, par exemple, parce que le travail nous prend beaucoup moins de temps. Le travail occupait à peu près 40% de notre temps éveillé au début du 19e siècle. Il en occupe à peu près 11% aujourd'hui. Puis, il y a des tas de tâches dont nous nous sommes libérés, beaucoup de tâches domestiques avec l'apparition des robots. Il y a eu une externalisation d'un certain nombre de gestes physiques qui ont été pris en charge par des prothèses technologiques, donc des robots, la machine à laver, la vaisselle, le linge, etc., etc. Nous dormons moins aussi, nous vivons plus longtemps, bien entendu, etc., etc. Bon, grosso modo, nous avons beaucoup plus de disponibilité mentale, et il se trouve que c'est un peu le trésor le plus précieux de l'humanité, cette disponibilité mentale. Il se trouve que cette disponibilité mentale est de plus en plus absorbée par les écrans. Chaque année, une part plus importante de notre disponibilité mentale, quelles que soient les classes d'âge, est absorbée de façon supplémentaire par les écrans. Donc, ce qui va se passer, les écrans ne sont pas forcément mauvais en soi, les écrans sont une porte sur le marché cognitif. Donc, ce qui va se passer sur les écrans, évidemment, considérablement de nature à modifier toute forme de vie sociale, puisque l'oxygène de la vie sociale, c'est l'information. Et plus encore en démocratie, bien entendu, qui sont des systèmes où l'opinion publique pèse d'un certain poids. Alors, l'autre point très révolutionnaire, c'est d'une part, donc je vous l'ai dit, la disponibilité de l'information qui a absolument explosé. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu une telle disponibilité de l'information. Mais autre point tout aussi révolutionnaire, nous pouvons désormais tous, chacun d'entre nous, intervenir sur ce marché public.
De sorte que certains ont dit que Internet représentait la possibilité d'une démocratisation de la démocratie. Alors, cette possibilité d'intervention, elle est figurée par exemple par cette photo qui est assez célèbre, vous la connaissez peut-être, mais je l'aime bien, parce qu'elle montre vraiment, c'est le même lieu en fait, en 2005 et 2013. Donc, elle montre combien il s'est passé véritablement une révolution, n'est-ce pas, technologique, puisque chacun des individus qu'on voit en 2013, et chacun d'entre nous, sans doute, là, vous qui m'écoutez, moi qui parle, nous possédons un outil technologique qui nous permet d'enregistrer en direct une portion de réalité, du moins telle que nous la voyons là où nous nous situons, et de le reverser d'ailleurs instantanément dans certains cas, si vous faites un Facebook Live ou etc., ou un Twitch ou que sais-je, eh bien, vous la reversez instantanément dans un marché public ou semi-public, selon les définitions, de l'information. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a autant d'éditorialistes en France que de détenteurs de comptes Facebook, par exemple. Et ce qui fait que vous pouvez contester avec votre compte Facebook, vous pouvez contester ou donner votre point de vue sur le vaccin ou sur telle théorie historique contre un professeur de médecine ou contre un historien, par exemple, si vous doutez de certaines versions officielles, comme disent les conspirationnistes, de certains aspects de l'histoire. Donc en fait, l'autre aspect, non moins important, c'est que ce marché cognitif connaît une pression concurrentielle qui est sans comparaison possible avec ce qui s'est produit dans le reste de l'histoire de l'humanité. Donc, 1, disponibilité de l'information. 2, pression concurrentielle, puisque chacun devient un offreur d'information et d'éditorialisation de cette information. Alors, ça, c'est les données de base du problème, mais évidemment, beaucoup de chercheurs ont commencé à regarder avec intérêt ces questions. J'ai moi-même, je vous l'ai dit, publié La démocratie des crédules, par exemple, en 2013, et j'avais commencé à publier des articles dans les revues scientifiques quelques années auparavant. Mais la pointe de la recherche qu'on peut voir avec le Web of Science, par exemple, en tapant quelques mots-clés, arrive en 2016. À partir de 2016, la communauté des chercheurs, et qui s'inscrit notamment dans les sciences sociales computationnelles, commence à faire remonter beaucoup de données. Et auparavant, il y avait plein d'éléments encore spéculatifs, on spéculait de façon rationnelle, mais on avait assez peu de données. Et une des données très solides, peut-être une des plus solides que propose la science contemporaine sur ces questions, eh bien, vous vous souvenez, je vous ai dit que certains collègues disaient qu'on allait aboutir à une démocratisation de la démocratie grâce à Internet, puisque chacun pouvait s'exprimer. Alors, c'est vrai d'une certaine façon, mais c'est une drôle de démocratie parce que certains votent 1000 fois, tandis que d'autres ne votent jamais. Et ce qui est problématique, notamment pour les sujets qui nous intéressent, c'est l'existence donc qu'on appelle de super spreaders, c'est-à-dire de super diffuseurs d'informations, parce que certains individus sont beaucoup plus actifs que d'autres dans cette dérégulation du marché de l'information. Et précisément, ce sont ceux qui sont porteurs d'une certaine motivation à faire valoir leur point de vue. Et parmi lesquels, une étude récente vient de le montrer, les plus militants, ceux qui sont porteurs d'inconditionnalité par rapport à un énoncé. Plus vous avez un rapport inconditionnel à un énoncé, ça ne veut pas dire que vous vous trompez en l'occurrence, plus vous aurez tendance à être prosélyte en quelque sorte, évidemment. Et ça se mesure très bien justement avec les conspirationnistes. Alors, j'ai là ici comme exemple une analyse de graphe de mon collègue et ami Walter Kotrocecki en Italie, qui est un des spécialistes mondiaux de ces questions, et qui a fait une étude, vous voyez, entre une position conspirationniste et une position, on va dire, défendant la science, contradictoire sur ce point. C'était sur Facebook. Donc, vous voyez, il y a deux choses intéressantes dans ce graphique. Évidemment, il faudrait prendre des macros pour ouvrir tout ça, mais grosso modo, si on regarde de façon impressionniste, on voit d'abord que les points rouges, qui sont les défenseurs de la science, ne parlent pas beaucoup aux points bleus. On voit vraiment qu'il y a des clusters qui sont ce qu'on appelle de moins en moins des chambres d'écho aujourd'hui, mais plutôt des bulles épistémiques, parce qu'elles ne sont pas si poreuses qu'on l'a cru longtemps. Mais en tout cas, il y a quelques zones de friction, mais pas beaucoup. Et puis surtout, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Walter Kotrocecki montre qu'il y a 3 fois plus de points bleus que de points rouges. Ça ne veut pas dire qu'ils sont 3 fois plus nombreux. Ça veut dire qu'ils sont 3 fois plus actifs. Ils laissent 3 fois plus de traces.
Et un des drames, si je puis dire, dans l'espace contemporain, ça va être que sur certains thèmes qui peuvent être très techniques, par exemple la question des vaccins, il y a beaucoup de théories du complot autour de la vaccination, on l'a vu à l'occasion de la Covid-19, eh bien, certains acteurs vont se faire de grenouilles, si vous voulez, vont essayer de devenir des bœufs. Elles vont relativement bien, contrairement à la fable de La Fontaine, elles ne vont pas éclater, elles vont relativement bien réussir. Et nos contemporains, qui sont neutres, indécis sur certaines questions, vont prendre cette visibilité pour de la représentativité. Là aussi, c'est un autre biais cognitif, n'est-ce pas, qu'on appelle le biais de disponibilité. Prendre de la visibilité d'un phénomène pour de la représentativité, c'est une forme d'échantillonnage tout à fait compréhensible, ce qui va créer un autre biais qui est très identifié dans la littérature, qu'on appelle le biais de popularité. Plus un tweet, un post Facebook ou autre va être partagé, plus on aura l'impression qu'il est vrai. Évidemment, dépendamment quand même de nos convictions personnelles, on peut être relativement imperméable à certaines propositions parce qu'elles ne s'emboîtent pas avec nos représentations du monde. Je parle là statistiquement, globalement. Et donc, on a affaire à des individus qu'on appelle les super users ou les super spreaders qui sont extrêmement actifs. Leur caractéristique, c'est d'être très militants, c'est-à-dire d'avoir des positions radicales, enragées sur certaines questions. Et du coup, ils sont très prosélytes, hein, et on le voit dans cette autre étude dont vous avez les références en bas. Ça, c'est une étude qui regarde des pages Facebook cette fois, ce n'est plus des comptes, ce sont des pages Facebook qui opposent les anti-vaccins et les pro-vaccins. Alors, en rouge, vous avez les anti-vaccins, en bleu, les vaccins, et puis c'est une étude intéressante parce qu'elle est avant la pandémie de Covid, hein, vous voyez, octobre 2019. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les points rouges sont plus nombreux que les points bleus, encore une fois, mais que sur les points verts, qui sont des pages neutres, eh bien, on voit beaucoup plus de points rouges qui vont chercher les points verts. De sorte qu'en fait, la crédulité, ici l'antivaccination, le conspirationnisme, elle a des très bons, si vous me permettez la métaphore, filer la métaphore du marché, elle a de très bons vendeurs, de très bons VRP, qui sont plus actifs que les autres. Et on fait, comme vous le savez, John Stuart Mill, entre autres, avait dit ça, il y a beaucoup de citations qui se ressemblent de ce point de vue, mais le mal n'a pas besoin d'autre chose pour s'imposer que de l'apathie des gens de bien et de raison. C'est que la plupart d'entre nous, eh bien, on recule devant le coût qu'il y a à s'inscrire, par exemple, sur les réseaux sociaux, à mener ce combat numérique, et je comprends parfaitement mes contemporains. Une enquête récente l'a montré d'ailleurs. Ils sont en France, très conscients du danger des fausses informations, du conspirationnisme. Ils en parlent beaucoup avec leurs enfants, etc. Mais par contre, ils répugnent à le faire sur les réseaux sociaux parce qu'ils savent que, grosso modo, que c'est un nid à ennui. D'ailleurs, si vous voulez savoir le genre d'ennui que vous pouvez avoir, je peux vous en parler, hein, parce que moi, je suis harcelé par certaines communautés. Mais bon, peu importe, je ne vais pas faire mon Calimero ici. Mais il y a bien pire que moi, et je pense notamment à Rudi Reichstadt, par exemple, qui vient de faire paraître un livre chez Grasset, qui raconte un peu justement les déboires et d'une certaine façon le courage qu'il lui faut quand même pour maintenir son cap. Alors, donc en fait, ces super spreaders représentent 1% des comptes sur Facebook, par exemple, mais produisent 33% de l'information. Ouais, c'est considérable. Et puis, auparavant, il fallait un certain temps, si vous voulez, de latence avant qu'une théorie du complot se développe. De sorte que le temps qu'elle se développe, quelquefois, l'événement à propos duquel elle évoquait des thèses conspirationnistes était un peu oublié ou intéressait moins. Ce qui faisait que, comme elle n'avait pas accès à l'espace public, parce que les journalistes, pas toujours, mais assez souvent, filtraient ce qu'on appelle les gatekeepers en théorie de la communication, donc ils filtraient des informations, des théories un peu loufoques, elles se déplaçaient en fait dans l'espace social par le bouche-oreille. Et le bouche-oreille, c'est beaucoup plus lent qu'Internet, la radio ou la télévision. Et donc, souvent, il y avait presque une sélection darwinienne finalement de ces propositions intellectuelles qui ne survivaient pas parce qu'elles ne suscitaient pas d'attention, parce qu'elles portaient sur des objets désuets. Mais aujourd'hui, il y a toute une série de groupes qui ont parfaitement compris l'intérêt, l'importance de gagner la bataille de la vitesse de l'information. Et par exemple, chez Google, on est extrêmement inquiet par l'exploitation de ce qu'on appelle les data voids, c'est-à-dire les vides de données sur Google, puisqu'on se sert du moteur de recherche Google, c'est le premier moteur de recherche mondial, et en France, il y a plus de 95%, je crois, des recherches qui sont faites sur Google. Donc, c'est vraiment
c'est oligopolistique, mais quasiment monopolistique en France et dans beaucoup de pays du monde. Eh bien, si vous cherchez des informations sur le basket, sur je sais pas moi, la physique quantique, etc., vous allez avoir plutôt de bonnes informations. Je ne vous explique pas le fonctionnement interne de Google. D'ailleurs, la vraie formule, elle est inconnue de tous, mais on en connaît un peu les grands principes. Et ça fonctionne bien. D'ailleurs, on voit bien que quand on cherche quelque chose, assez vite, on finit par le trouver, même quand on a quelques vagues mots-clés. Seulement, voilà, ça déraille complètement, dans bien des conditions d'ailleurs, mais je ne vais pas les détailler toutes, mais en particulier quand il y a très peu de données sur un événement. Et ça arrive, par exemple, quand un événement d'actualité surgit, mais qu'on ne sait pas encore ce qui s'est produit. Et c'est très documenté, il y a beaucoup de recherches scientifiques aux États-Unis sur les mass shootings. Vous savez, ces drames où quelqu'un vient souvent dans un lycée ou dans une université avec un ancien élève ou un élève avec des armes et qu'il tue un peu au hasard un certain nombre de personnes. Or, on le sait, ces débats sont souvent suivis aux États-Unis avec pas beaucoup d'effet d'une polémique sur la possession des armes. Et ça, l'extrême droite le sait parfaitement. Et d'ailleurs, elle est assez, évidemment, favorable en général à la possession d'armes dans ce pays, puis un peu partout d'ailleurs. Et du coup, ça ne l'arrange pas du tout, ce genre d'événement. Alors, cette extrême droite, une partie d'entre elles, en tout cas des suprémacistes, sont très actives dans les data voids dès lors qu'on entend parler de coups de feu, par exemple sur un campus, et qu'on ne sait pas encore ce qui s'est produit, parce que ça peut être aussi un attentat terroriste, ça peut être beaucoup de choses. Eh bien, eux ont déjà leur propre interprétation, ce qui leur permet de remplir pendant quelques heures, ça ne dure pas très longtemps, les data voids, les espaces vides. Et si vous faites une recherche, parce que vous avez entendu parler de ces coups de feu, mais on ne sait pas encore ce qui se passe, c'est assez logique, vous prenez Google et vous allez tomber majoritairement et initialement sur leurs propositions intellectuelles de description du monde. Ça ne veut pas dire que vous allez en être imprégné, mais on sait que les premières informations qu'on rencontre sur un sujet à propos duquel on est indécis, c'est-à-dire si vous n'avez pas trop de variables politiques sur ces questions, etc., vont s'ancrer durablement dans votre esprit, au point même que quand vous aurez, si vous voulez, des affirmations des informations que vous avez eues auparavant, il en restera une trace. Ces deux chercheurs belges qui l'ont montré, en fait, il en reste toujours une trace dans notre esprit, notamment en termes de surgissement de stéréotypes, etc. Donc, c'est une stratégie qui peut être gagnante. Cette stratégie, il l'utilise aussi sur les mots rares, par exemple. Par exemple, récemment, vous avez entendu parler sans doute de l'adrénochrome, qui serait une drogue qui, d'après les conspirationnistes, qui serait issue du sang de bébés, d'enfants, et qui permettrait aux riches, n'est-ce pas, de rajeunir, enfin, choses comme ça. Bon. Totalement délirant, bien entendu, mais comme c'est un mot assez rare, pendant longtemps, quand vous cherchiez adrénochrome, vous tombiez très rapidement sur des sites conspirationnistes dans l'ordre d'apparition de Google. Là, ça a changé parce qu'il y a eu une polémique sur le plateau de Cyril Hanouna, je ne rentre pas dans les détails, vous en avez sans doute entendu parler, qui fait que tous les journalistes s'en sont saisis et du coup, eh bien, ils ont fait du debunking, en fait, de la démystification de ces théories sur l'adrénochrome. Et donc maintenant, c'est un aspect positif finalement de cette polémique, les conspirationnistes ne peuvent plus bénéficier de cette data void, mais ceci dit, ils l'utilisent stratégiquement encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de travaux qui montrent ça. Alors, plutôt aux États-Unis, mais c'est vrai aussi en France. Donc, ça va de plus en plus vite à propos des théories du complot. Par exemple, je me suis amusé à mesurer le temps d'apparition qu'il fallait pour une théorie du complot. Alors, je ne tranche pas de savoir si elles sont vraies, pas vraies, s'il y avait vraiment un complot. Ce n'est pas la question. Mais prenez pour l'assassinat de Kennedy, par exemple, il a fallu 27 jours pour une version alternative. Attentat du 11 septembre, pareil, 27 jours. Et puis vous voyez que ce temps, il diminue de plus en plus jusqu'à arriver aux attentats de Charlie Hebdo, sur lesquels j'ai particulièrement travaillé, 0 jour. Et en réalité, à peine 30 minutes après qu'on a su qu'il y avait des coups de feu chez Charlie Hebdo et qu'on ne savait pas du tout de quoi il retournait, il y avait à ce moment-là les rumeurs les plus folles, eh bien, il y a déjà une théorie du complot qui est apparue. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que cette théorie du complot, elle est apparue sous la plume de Thierry Messant, qui est un grand conspirationniste bien connu, qui était déjà celui qui avait fomenté les théories du complot à propos des attentats du 11 septembre, et en particulier du Pentagone. Donc, vous voyez que maintenant, la bataille de la rapidité, elle est très largement gagnée par les conspirationnistes. Et un autre élément qui les favorise dans cette bataille de la rapidité,
c'est le nombre d'arguments qui vont déferler. Auparavant, comme ces théories du complot, sauf quand elles donnaient lieu à des livres, ce qui arrivait de temps en temps, elles se diffusaient beaucoup par le bouche à oreille. Encore une fois, c'était un peu sur le marché noir, si vous voulez, de l'information. Eh bien, elles ne pouvaient compter que sur la mémorisation des individus pour survivre, ces produits cognitifs, et donc ils étaient forcément dépouillés d'un point de vue argumentatif. Donc, très peu convaincants, très peu performants sur le marché cognitif. C'était par exemple, je ne sais pas, moi je me rappelle étant enfant, ça vous rappellera peut-être quelque chose, on disait que la marque de cigarettes Marlboro, je ne sais pas si vous vous souvenez, était accoquinée au Ku Klux Klan. Et l'argument, c'était que le logo de Marlboro faisait vaguement 3 quarts rouges sur le paquet de cigarettes. C'était extrêmement faible. Vous voyez, on racontait ça un peu pour rire. On n'allait pas tout à coup s'organiser pour lutter contre l'influence du Ku Klux Klan sur Marlboro. On y croyait sans y croire vraiment. C'était un peu comme des histoires drôles qu'on se racontait. Aujourd'hui, la performance argumentative de ces propositions intellectuelles. Donc, je mets de côté les livres. Il y avait des livres, il y a toujours eu des livres, théorie toutes sortes de théories du complot, loufoque, songez, je sais pas moi, au Matin des magiciens de Berger et Powell. Enfin, l'histoire, évidemment, du livre, elle est émaillée de ce genre de livre, mais c'était qui pouvait avoir un très grand succès du reste. Mais ce n'était pas comment dire, l'inondation que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il y a des théories du complot qui naissent quasiment tous les jours et qui sont appuyées sur un système d'argumentation que j'ai proposé d'appeler un millefeuille argumentatif, tout simplement. Les millefeuilles argumentatifs, c'est la juxtaposition d'arguments. Généralement, c'est un travail en essaim, c'est un travail collectif, ce n'est pas un auteur qui va trouver tous ces arguments, contrairement au livre dont je parle, où là, c'était un travail d'une vie. Les auteurs, ils mettaient des années à trouver toutes sortes d'anomalies dans le réel pour les réunir en un livre. Là, ça arrive au bout de quelques heures. Prenez par exemple l'exemple de Charlie Hebdo. Vous voyez, dès le 7 janvier, j'ai pu dénombrer plus de 26 arguments en faveur de la théorie du complot. Au bout de 4 jours, il y avait déjà plus de 100 arguments disponibles dans l'espace public en faveur de la théorie du complot. Quels étaient ces arguments? Tous n'étaient pas stupides. En fait, c'est des anomalies à la version officielle. Si les attentats à Charlie Hebdo ont été commis par les frères Kouachi, le gouvernement n'en savait rien avant ces événements. Alors, comment se fait-il, par exemple, que François Hollande est arrivé trop tôt sur les lieux? Ça, c'est un des arguments. Il y en a qui ont calculé qu'il a mis seulement 20 ou 25 minutes, et donc c'était trop tôt pour arriver. Et s'il arrivait trop tôt, c'est qu'il savait avant. Je passe sur la maladresse extrême du pouvoir de l'Élysée, alors qu'il aurait fomenté secrètement ces attentats, d'arriver trop tôt sur les lieux. Mais bon, mettons cette loufoquerie de côté. Il y a la couleur des rétroviseurs, de la voiture des frères Kouachi qui aurait changé. Blanc sur certaines photos, noir de l'autre, ça veut dire qu'on aurait changé de voiture, et donc on ne peut pas faire ça sans l'aide des services secrets, d'après les conspirationnistes, alors que les rétroviseurs étaient tout simplement chromés, et que selon la luminosité, on avait l'impression sur certaines photos qu'ils n'avaient pas la même couleur, etc. Évidemment, chacun de ces arguments a des contre-arguments possibles. Seulement, c'est intéressant l'affaire Charlie Hebdo, parce que toute la presse s'en est mêlée. C'est peut-être une des fois, d'ailleurs, où même les pouvoirs publics, je me rappelle qu'à l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, qui était ministre de l'Éducation, avait organisé comme ça à la hâte un colloque, d'ailleurs que j'avais accepté d'ouvrir. Et c'était la première fois que je voyais enfin l'Éducation nationale se préoccuper de ces questions. Et c'était à la suite des traumatismes de Charlie Hebdo, et non seulement de l'événement évidemment absolument tragique, mais par ailleurs le constat qu'il y a eu énormément de théories du complot. Donc toute la presse s'en est mêlée et a fait du debunking, la désinfox, etc. Bon, et j'ai regardé en fait combien d'arguments ont été débunkés par la presse, et là vous les avez en rouge. Donc c'est intéressant, c'est un beau travail, mais en moyenne, ils n'ont débunké qu'un tiers des arguments disponibles. Donc, vous voyez, on est là aussi confronté à un ensevelissement argumentatif, d'autant que ce millefeuille argumentatif, il a plusieurs effets. D'une part, il donne l'impression, comme il y a plein d'arguments, que tout n'est peut-être pas vrai, parce que ces arguments peuvent être autocontradictoires. C'est ça l'intérêt de ces millefeuilles argumentatifs. Ils n'ont pas besoin d'être cohérents. Ils ne dessinent pas forcément une théorie. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de partir à l'assaut de la version officielle d'un fait, qu'il soit historique ou d'un fait d'actualité contemporaine. Et donc, une fois qu'on aura créé un grand nombre d'anomalies, on veut générer chez la personne une disposition à croire. C'est-à-dire, tout n'est peut-être pas
n'est peut-être pas faux là-dedans, il n'y a pas de fumée sans feu, vous voyez, ce genre de choses. Et puis, ça crée un autre effet qui est quand même très important, c'est un effet d'intimidation intellectuelle. C'est-à-dire qu'on comprend mieux nos contemporains, je vous ai dit tout à l'heure, de ne pas avoir envie d'aller lutter contre ces personnes, même sur un sujet qu'on maîtrise, par exemple sur la vaccination, c'est vrai, sur toutes ces questions, parce qu'il y a beaucoup de coups à prendre, d'abord des menaces de mort, des insultes, etc. Ce sont des gens qui peuvent être extrêmement virulents, comme ils se croient porteurs du vrai et du bien, évidemment. On sait bien, la défense du vrai et du bien pave généralement la route vers l'enfer. Mais il y a un coût intellectuel aussi. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas devenir un spécialiste de ces questions, puis on n'a pas que ça à faire, hein, dans la vie de tous les jours, en général, on ne se définit pas identitairement comme étant un anti-complotiste. Enfin, il y en a, peut-être Rudi Reichstadt, par exemple, etc., mais on n'est pas très nombreux dans ce domaine. Moi, je comprends mes concitoyens qui n'ont pas envie de passer des heures à lire des contre-argumentations, de sorte qu'ils ne sont pas armés sur les réseaux sociaux pour leur répondre. Parce que ces personnes, elles vont vous accabler d'arguments, de liens, etc. Et puis, elles auront beau jeu de dire, tu vois bien, tu ne veux pas débattre en fait. En fait, tu as ta petite vérité, tu te recroquevilles sur ta vérité, tu n'es pas du tout rationnel. Et mettez-vous à la place maintenant d'une troisième personne qui regarde ce débat, quelqu'un qui est indécis. Il n'est peut-être pas si illogique qu'il trouve plus convaincante la personne conspirationniste plutôt que la personne sceptique qui n'a pas d'autre argument que des haussements d'épaules, des rires, de l'ironie ou quelque chose comme ça. Parce que, en plus, non seulement ils ont beaucoup d'arguments, mais il faut beaucoup de temps pour défaire un de ces arguments, des analyses très techniques. Pour le 11 septembre, j'avais analysé ça aussi en détail. Il y a des arguments qui relèvent à la fois de la physique des matériaux, des évaluations statistiques des cours de bourse, etc. On ne peut pas être spécialiste de tout. Donc, il faut beaucoup, beaucoup de travail pour défaire un seul argument. Et il faut beaucoup moins de temps pour émettre des âneries. Et ça porte un nom, ça s'appelle la loi de Brandolini, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un informaticien qui a émis comme ça cette loi, entre guillemets, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. Ça veut dire qu'il faut beaucoup moins de temps pour diffuser une ânerie que pour la défaire. Alors, pour vous illustrer ce point, j'ai pris un autre type de théorie du complot, plutôt distrayante. Oui, alors je vous l'explique. Là aussi, c'est un tweet. C'est quelqu'un, en fait, qui veut répondre à un de ses amis qui a émis ce tweet conspirationniste. Alors, qu'est-ce que dit ce tweet? Vous voyez, là, c'est des images, en fait, d'un film Captain America, un film de super-héros qui a été tourné en 2011. Et donc, 2011, bien avant la pandémie. Or, qu'est-ce qu'on voit dans les cercles rouges? Une pub pour la bière Corona. Tout le monde connaît la bière Corona. Et de l'autre, dans un cercle, quelque chose qui, en grossissant, ressemble un peu à un virus à spike, là, comme les coronavirus, justement. La bière Corona avec un virus, comment expliquer cette coïncidence? Bon, là, je dois dire que l'argument est quand même très faible, mais vous voyez, la personne a remarqué ça lui a pris quelques instants de faire son tweet et puis de remarquer cette coïncidence, et son interlocuteur se dit, allez, cette fois, je vais essayer de défaire. Alors, comment défaire cette coïncidence? En plus, je passe aussi la théorie loufoque qu'il y a derrière, parce que imaginons même que donc cette pandémie, elle soit le fait d'un complot, qu'on ait créé ce virus en laboratoire. Alors après, il y a 1000 raisons différentes, mais une des raisons, c'est que pour enrichir le Big Pharma, comme ils disent, parce que comme ça, ils avaient déjà le vaccin, ils allaient le vendre, etc. etc. Bon. Mais on peut comprendre à la limite cette théorie, mais par contre, on comprend mal que ces grandes entreprises ou que ce grand complot n'ait pas pu faire autrement que de se dévoiler dans un film de super-héros, vous savez, comme si il fallait quand même annoncer à l'avance pour triompher en quelque sorte comme un super méchant d'un film de James Bond ou quelque chose comme ça. Bon, on voit que les théories sous-jacentes sont pas très solides, mais c'est pas très grave parce que souvent ça relève de proto-croyances. Généralement, ce qu'on appelle les théories du complot portent d'ailleurs mal leur nom, c'est qu'elles n'ont pas vraiment de théorie. Si, il y a bien sûr des théoriciens qui proposent des théories, mais la plupart des gens qui partagent ce genre de choses, ils n'ont pas forcément de théorie. Ils veulent simplement expliquer un doute et une rage contre la version officielle. Voilà. Et ils vont chercher des anomalies. Alors, son interlocuteur, il essaye de répondre. Alors, comment il fait? Par exemple, il regarde, parce que comme vous l'avez vu, ça se passe à Times Square, New York, donc c'est un endroit où on fait beaucoup de films. Donc, il cherche dans d'autres films, à la même date, s'il peut clarifier l'image, parce que même avec une IA comme ça, il n'arrive pas à voir exactement ce que c'est que ce grand panneau. Alors, il cherche, il va plus loin, vous imaginez le temps que ça lui a pris, il va plus loin, il utilise des algorithmes pour fouiller, en fait, dans YouTube,
tous les vidéos, par exemple, de touristes qui ont été pris à l'occasion de la même date, aux alentours de avril 2011, de Times Square. Et ça tombe bien, comme c'est un lieu touristique, il y en a pas mal, mais ça lui demande beaucoup de temps. Alors, hein, cette image, c'est ça qu'il cherche, hein, vous avez compris. Il cherche ça, et là, tout à coup, il tombe, magnifique, sur une image beaucoup plus propre. Et en effet, il y a bien, c'est pas une invention, cette affiche, c'est pas un truc avec Photoshop. Elle existe vraiment. Et il va pouvoir regarder, clarifier l'image. Évidemment, là, on voit effectivement quelque chose avec des pics. On se dit, mais bon, quand bien même, d'ailleurs, ce serait un coronavirus, parce que c'est celui qui nous a frappé, la Covid-19, est qu'un des exemplaires de coronavirus. Je peux comprendre qu'il y en a d'autres bien avant. Donc, ce serait de toute façon qu'une simple coïncidence. Ça ne voudrait pas pour autant dire qu'il y a un complot, etc. Mais au moins, regardons déjà l'image avant même de dire que c'est une coïncidence. Et en fait, en clarifiant l'image et en retrouvant sa source, il s'agit seulement d'une publicité pour les pâtes Barilla. Donc, c'était ça qu'on voyait de loin sur l'image, en fait. C'était cette publicité-là, ou une de ces versions. Et donc, vous voyez, j'aime bien cet exemple. Pour le coup, ce n'est pas moi qui l'ai produit, mais je reprends cet exemple parce que je trouve magnifique pour illustrer ce que c'est que la loi de Brandolini. Et alors, en plus de ça, et je vais arriver à ma conclusion pour qu'on ait un temps d'échange, en plus de cela, les propositions de la crédulité, qu'elles relèvent d'ailleurs du conspirationnisme ou non, elles peuvent être spectaculaires d'un point de vue narratif, contre-intuitives d'un point de vue narratif, raison pour laquelle les individus sont indignés. Tu ne sais pas, en fait, je sais pas moi, justement, ils ont créé ce coronavirus pour nous contrôler, pour nous obliger à nous confiner, pour permettre au pouvoir politique, aux démocraties de se transformer en démocrature, etc. On a entendu beaucoup ça chez les conspirationnistes pendant témoin d'ailleurs le film que vous avez peut-être vu au Hold Up, par exemple, c'était une des thèses de Hold Up, hein, c'est le grand restart des sociétés pour pouvoir les reprendre en main d'un point de vue autoritaire, qu'on n'a pas vu pour l'instant. Et donc, je ne sais plus ce que je disais, peu importe. Ces propositions, c'est ce que je disais, ces propositions, elles sont quelquefois spectaculaires, contre-intuitives d'un point de vue narratif, ce qui fait qu'on va les mémoriser facilement, mais par contre, elles se fondent sur des arguments qui vont dans le sens de nos intuitions, d'un certain nombre d'intuitions cognitives, c'est-à-dire ce qu'on appelle des raisonnements captieux, c'est-à-dire tentants mais faux, un peu comme si vous voulez, des sophismes, et qui vont tendre la main, en quelque sorte, à notre cerveau. Et c'est pour cette raison, c'est une des sources d'explication d'un des articles extrêmement cités sur ce sujet en 2018, dans la revue Science, c'est une revue que vous connaissez tous. How Lies Spread, c'est comment les mensonges se diffusent, et montrer cette étude que sur Twitter, les fausses informations s'enraciner 6 fois plus profondément que les vraies informations. Et ça, c'est intéressant parce que ça éclaire d'un œil, je dirais, inquiet et sceptique la proposition de Thomas Jefferson. La vérité peut se défendre tout seul. Non, la vérité ne peut pas se défendre toute seule parce qu'elle part avec un désavantage concurrentiel sur ce grand marché cognitif qui est largement dérégulé. Quand il était régulé, il y avait des avantages concurrentiels pour des produits qui étaient généralement proposés par des groupes sociaux, comme les groupes de scientifiques sur une question, ou autres, de commentateurs politiques, mais qui sélectionnaient leurs idées de façon beaucoup plus drastique qu'un échantillon aléatoire sur Internet, si vous voulez. La science peut se tromper, bien entendu, mais ce que fait la science, c'est une activité sociale pour trier et ordonner, en quelque sorte, des propositions de description du monde. Elle va juger plus probable cette description plutôt que telle autre, parce qu'elle a des arguments méthodiques beaucoup plus forts. C'est comme ça qu'on procède. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il peut y avoir une inversion de temps en temps, en se disant, OK, là on s'est trompé. On l'a vu à l'occasion de la Covid. Ce qui était intéressant, c'est que c'était la science, ou plutôt la recherche en train de se faire, et qui tâtonne, il y a des arborescences de possibles. Un jour, on va dire cela, 2 semaines après, on va dire, en fait, non, on s'est un peu trompé, etc. Et normalement, ce n'est pas grave. Mais donc, ces propositions qui sont beaucoup plus sévèrement sélectionnées que les autres,
elles partent avec des désavantages concurrentiels parce qu'elles font des propositions qui, du point de vue intellectuel, sont quelquefois contre-intuitives. Contre-intuitive, oui, vous voyez bien, par exemple, quand on dit tout à coup, on prend une théorie conspirationniste, pendant la Covid-19, on a remarqué que la diffusion de la Covid-19 était corrélée spatio-temporellement à l'implantation des antennes 5G. Vous avez sans doute entendu parler de cela. Et donc, corrélation pouvant être causalité dans l'esprit de celui qui va trop vite, il va transformer une corrélation en une causalité. Alors évidemment, du coup, le coronavirus avait un rapport avec les antennes 5G et même ces antennes 5G permettaient de diffuser le coronavirus, le favoriser ou activer des puces qu'on aurait déjà. Enfin, il y avait plusieurs versions possibles. Ça a quand même donné lieu à des incendies d'antennes 5G un peu partout en Europe, notamment en Angleterre, etc. Mais il y en a eu ici aussi en Europe de l'Ouest, et des agressions de personnel, d'agents. Donc en fait, tout cela ne reste pas dans le monde numérique, ça déborde. En fait, ça déborde. Il suffit de voir ce qui s'est passé, par exemple, avec l'invasion du Capitole. Il suffit de voir aussi qu'en France, par exemple, l'enlèvement de la petite Mila et d'autres attentats qui ont été déjoués, en fait, par les services secrets, par les services de renseignement français. Des attentats qui visaient des centres de vaccination, qui visaient Olivier Véran lorsqu'il était ministre de la Santé, etc. Enfin, c'est des choses qu'on n'a pas mémorisées parce que heureusement, elles ne se sont pas traduites dramatiquement. Mais voilà, ces réalités, elles ne sont pas confinées dans l'espace numérique. Elles vont s'incarner politiquement, en fait, à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, elles ont commencé de le faire. Mais donc, pour vous parler de nos intuitions, c'est que notre cerveau, je vais vraiment terminer par là, est un outil absolument formidable. 1 million de milliards de connexions. C'est l'outil le plus complexe de l'univers connu, dans une petite boîte crânienne. Alors, évidemment, on ne l'utilise pas tous de la même façon, mais n'empêche qu'il nous trompe systématiquement dans certaines conditions. Quand l'information est mise dans un certain contexte, il y a des chances qu'elle nous trompe. Alors, pour vous donner un exemple, bien sûr, les illusions d'optique. Les illusions d'optique, c'est vraiment un effet quasi mécanique où notre cerveau va nous apporter une réponse trompeuse à une stimulation particulière. Par exemple, ici, vous pouvez le vérifier sur vos écrans en prenant vos doigts. En fait, les 3 voitures ont la même taille. C'est 3 fois la même image en fait qu'on a pris, puis on l'a copié-collé. Simplement, on la met dans une optique perspectiviste, ce qui fait que notre cerveau reconstruit en quelque sorte l'information. Et on a quand même beaucoup de mal à croire que la 3e voiture qui est plus au fond, apparemment, elle a la même taille que la première. Mais si vous ne croyez pas, vérifiez. Vérifiez avec une petite règle ou avec vos doigts et vous l'observerez. C'est 3 fois la même voiture. Donc, vous voyez que dans ces conditions, notre cerveau peut nous tromper systématiquement. Mais ça, c'est très connu, c'est les illusions d'optique. Il y a un autre domaine qui est moins connu, qui est celui des… J'aime pas tellement le terme, mais pour continuer, pour être cohérent avec ce que je viens de dire, on pourrait parler d'illusions cognitives, d'illusions intellectuelles. Je préfère parler de tentation, en fait, intellectuelle, de tentation inférentielle. Et c'est le vaste domaine des biais cognitifs, évidemment, dont bénéficient à plein les théories du complot, qui vont nous faire des rapprochements. Vous avez des coïncidences, comme on l'a vu dans l'exemple initial, vous vous rappelez, avec les attentats de Paris. En fait, ces propositions, elles vont jouer sur les pentes, je dirais, ordinaires de notre cerveau lorsque notre vigilance intellectuelle baisse. Évidemment que notre vigilance intellectuelle, elle va d'autant plus baisser dans certains contextes sociaux. Si j'ai envie d'y croire, par exemple, c'est ce qu'on appelle les croyances motivationnelles, si j'ai certaines variables politiques. Tout cela est donc, je redis, très, très complexe. Il y a plein… C'est multivariable, je ne veux pas rabattre toute cette réalité au seul biais cognitif, bien sûr. Mais dans le contexte d'une régulation du marché de l'information, c'est une des variables qui compte. D'ailleurs, il y a des méta-analyses très sérieuses sur des sciences sociales computationnelles sur ce sujet. Et la variable qui prédit aujourd'hui, dans l'état actuel de la connaissance, le mieux le fait de croire à des fausses informations et de les diffuser, c'est ce qu'on appelle la lazy thinking, c'est-à-dire la pensée paresseuse. On peut évaluer par des tests comme le CRT, le Cognitive Reflection Test, etc. Bon, il a plusieurs versions visuelle, etc. Et donc, en fait, on n'est pas tous égaux face à la résistance qu'on peut opposer à une forme d'intuition, une intuition fausse. Certains résistent mieux que d'autres. C'est cette variable qui prédit le mieux, plus que les variables politiques. Par exemple, la diffusion de fausses informations. Ça, c'est très montré par les collègues et c'est d'ailleurs assez spectaculaire. Alors, je vais vous en donner un exemple. Et justement, un exemple qui est issu du CRT, c'est-à-dire du Cognitive Reflection Test. Alors, comme il est très connu, peut-être que vous le connaissez déjà, peu importe, mais amusez-vous sinon à le résoudre.
Une balle de baseball et une batte de baseball coûtent ensemble 110 euros. La batte coûte 100 euros de plus que la balle. Donc, combien coûte la balle? C'est la question. Problème très simple. Et normalement, là, devant votre écran, vous devriez être en train de vous dire, tiens, il ne faut pas que je réponde 10 euros. Mais vous ne savez pas vraiment pourquoi. Vous vous dites, il ne faut pas que je réponde 10 euros parce que vous savez que dans le contexte social où nous nous situons, je vais essayer de vous tromper. Mais ce qui est intéressant, c'est que votre intuition vous a dit 10 euros. Votre réponse, elle n'est pas venue de nulle part, elle est venue de votre cerveau. Et vous vous êtes dit, peut-être ça doit être 10 euros, mais sans doute, ce n'est pas ça, c'est trop facile. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut rétro-juger sur une intuition dans un certain contexte social. Seulement, voilà, la plupart du temps, nous n'avons pas toujours assez de ressources et de temps même pour nous méfier de nos intuitions, surtout si, c'est encore une fois, ça va dans le sens de ce que nous avons envie de croire vrai. Alors là, ça ne peut pas être 10 euros, bien sûr, parce que si c'était 10 euros, la batte coûterait 100 euros de plus que 10 euros, ça ferait 110 euros la batte, plus 10 euros, ça fait 120 euros. Ce n'est pas bon. La bonne réponse, qui n'est pas du tout intuitive, c'est 5 euros. La balle vaut 5 euros, donc la batte vaut 105 euros. 105 plus 5 égale 110. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un problème de niveau finalement de CE1, CE2, de mathématiques. Donc, ce n'est pas une question vraiment d'intelligence. Hein. C'est que nous avons en nous des passagers en quelque sorte clandestins qui nous suggèrent un certain nombre de choses. On peut parfaitement y résister, mais ça peut être difficile. Et le cadrage de l'information, je terminerai vraiment là-dessus, est de nature à provoquer des réactions psychiques différentes, statistiquement repérables. Par exemple, prenez ce problème. Supposons que 600 personnes aient été exposées à une maladie mortelle. Vous devez choisir entre deux options. Sauver 200 personnes, avoir 33% de chance de sauver tout le monde et 66% de sauver personne. Vous voyez, il n'y a pas de bonne réponse. Là, c'est un dilemme moral. Soit vous jouez la sécurité, soit au contraire, vous prenez un risque pour essayer de sauver tout le monde. Bon, ça se discute. Et donc, on a fait passer ce test à un échantillon de personnes. Et puis, on a fait passer cet autre test à un autre échantillon de personnes. Supposons que 600 personnes aient été exposées à une maladie mortelle. Vous devez choisir entre deux options. Vous laissez mourir 400 personnes, mais 200 survivent. Ou alors, il y a 66% de chances que tout le monde meure, mais 33% que tous survivent. Donc, vous voyez bien qu'en fait, parce que comme là, je n'ai pas divisé l'échantillon, vous avez été confronté aux deux formules. Vous voyez bien que c'est la même chose, en fait, que ce qu'on a changé. C'est ce qu'on appelle le frame effect, c'est-à-dire l'effet de cadrage. Eh bien, les résultats de cette opération, c'est que dans le premier cas, 72% des sujets de l'expérience choisissent la première option. Alors que dans le deuxième cas, avec cette autre formulation, qui revient pourtant au même, 78% des gens, cette fois, préfèrent l'option 2. Donc, vous voyez qu'il y a une différence considérable dans ce cadrage de l'information. Donc, ce n'est absolument pas anodin. Et donc, je vais m'arrêter sur là-dessus en vous remerciant de votre attention et en rappelant que voilà, le conspirationnisme, ça a toujours existé, probablement. En tout cas, on en a des traces très anciennes, très antérieures à Internet, mais les choses ne sont pas égales à elles-mêmes au cours du temps. Il y a une profonde modification des règles de diffusion de l'information qui perturbe largement l'espace public. Et j'en veux pour preuve un récent article qui est apparu, je crois, il y a 2 mois, dans Nature, Human Behavior, et qui faisait la méta-analyse de 496 articles portant sur la perturbation de la vie démocratique par les mondes numériques. Et la conclusion est implacable, si je puis dire. Oui, les démocraties sont bien en danger, d'après ce qu'on peut mesurer, par ce qui se passe sur le monde numérique. Le danger principal, c'est lequel ? C'est tout simplement celui qu'on voit déjà poindre dans certains pays, et un peu d'une certaine façon aussi dans le nôtre, l'extrême polarisation des opinions. Et puis par ailleurs, le fait de vivre dans la même société, mais plus tout à fait dans le même monde. Je vous remercie.